suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. À Villeneuve-les-Avignon, perché sur une colline, le fort et l'abbaye de Saint-André surplombent la vallée du Rhône. 2 hectares de somptueux jardins en terrasse offrent une vue imprenable sur la Provence. Cultivés par des moines bénédictins durant 700 ans, puis abandonnés à partir de la Révolution française, les jardins vont reprendre vie grâce à 2 femmes, Elsa Köberlé au début du XXe siècle et Roselyne Bacou à partir de 1950. Alix Audurier-Cros est historienne des jardins et professeure à l'université Montpellier 3. Alix, là, c'est phénoménal quand même. On a une vue exceptionnelle. Tout est là. On a le Palais des Papes, on a Avignon, le paysage de plaine du Rhône. On a quand même le Mont Ventoux et puis on a le Mistral. Cet énorme paysage, il fabrique le jardin. Le jardin, il n'aurait pas la même ampleur, il ne serait pas aussi beau si on n'avait pas tout ça en face de nous. Le jardin, comme l'architecture, est un acte aussi fort d'affirmation. Et il y a une architecture de domination ici, on la sent bien. Dans la mesure où l'abbaye est au sommet, le fort l'entoure, on se retrouve avec quelque chose qui est de proportions tout à fait considérables et un peu, bien évidemment, spécifique à cet ensemble. Et Alix, on est dans une situation de confrontation quasiment avec le Palais des Papes. Tout à fait. Et ça, dans l'histoire, c'est pas inintéressant. L'histoire politique, c'est pas inintéressant aussi, puisque ici, nous sommes aux limites du territoire du Royaume de France. Et donc, nous avons naturellement l'affirmation de la force de la royauté en face des comtes de Provence et des papes au XIVe siècle. Là, on est côté français. Côté Royaume de France. Royaume de France. Donc il y a là aussi un jeu subtil de rapport entre ces 2 territoires qui marquent l'histoire de la Basse-Provence, bien sûr. Ce qui est très beau, c'est ce paysage arboré. Il y a un dialogue qui s'opère au-delà de la plaine, au-dessus de la plaine, et qui est absolument exceptionnel. Mais Avignon, c'est pas une petite ville. Comment se fait-il que ce paysage soit aussi préservé aujourd'hui ? Parce que là, on tire sur plusieurs kilomètres, sur plusieurs dizaines de kilomètres. Là, nous avons plusieurs facteurs. Tout d'abord, bien sûr, l'édification du Rhône et l'histoire de sa canalisation, mais également aussi des dispositifs de protection juridique qui ont fait que dès 1933, avec la protection antidécite du Rocher des Dons et du Palais des Papes et du grand paysage qui le déterminait, il y a eu déjà un premier geste fort. Et en même temps, après la guerre, en 1945, il a été décidé de protéger le panorama. Le fleuve plus le patrimoine, c'est cela, permet de fabriquer ce paysage de Provence. Oui. Gustave Fayet est un riche propriétaire, mécène et grand collectionneur d'art. Il avait déjà acheté en 1908, avec sa femme Madeleine, l'abbaye cistercienne de Fontfroide dans l'Aude. Séduit par cette vue exceptionnelle, Gustave Fayet et Elsa Köberlé, une jeune poétesse à laquelle le lie une indéfectible amitié, tombent sous le charme de l'abbaye alors abandonnée. Le mécène acquiert la propriété en 1916 et en offre la jouissance à Elsa et à sa compagne Genia Lyubov. À charge pour les 2 femmes de réhabiliter le jardin. Guillaume d'Abadie est l'arrière-petit-fils de Gustave Fayet. Il a longuement travaillé sur les archives de son aïeul. Guillaume, qui était Gustave Fayet ? Oui, Gustave Fayet est né en 1865, dans une famille méridionale, languedocienne très exactement. Mais chez les Fayet, la peinture est le roman de l'existence.
Et à la fin du XIXe siècle, il va constituer une collection d'art moderne parmi les plus prestigieuses, autour de Paul Gauguin, de Vincent van Gogh, ce qui nous ramène à la Provence d'ailleurs, ce qui est très important pour Gustave. Et il présentera d'ailleurs comme conservateur des musées de Béziers en 1901 le premier Picasso, Femme au bord de la mer, qui a été présenté en France. Alors l'autre figure de l'abbaye de Saint-André, c'est Elsa Köberlé, qui était, comme Gustave Fayet, une artiste. Alors Elsa est la fille du docteur Köberlé, éminent chirurgien de Strasbourg, qui est à l'époque évidemment terre d'empire, terre allemande. À un moment donné, elle fait le choix de Paris et c'est là où elle va commencer à publier, sous un pseudonyme d'ailleurs, ses premiers poèmes au Mercure de France. Et donc, quand elle rencontre en 1916 Gustave Fayet, une amitié se noue tout de suite sur la création artistique. C'est ça ce qui crée, évidemment, et qui fait le ciment de leur relation. Mais c'est une amitié intense, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce sont des excentriques. Et leur amitié, immédiatement, une amitié très intense. Quand on voit Saint-André, on voit évidemment l'échelle de cette intensité, puisque Elsa écrit à son ami Gustave Fayet « J'ai découvert la maison de ma vie, mais je n'ai pas d'argent », et que Gustave lui répond « Où est le problème hein nous allons gagner la guerre, vous allez redevenir française, récupérer votre argent, et d'ailleurs j'ai acheté Saint-André ». Parce qu'il y a tout de suite une intensité dans leur amitié, et surtout une rapidité, puisque entre l'achat et leur rencontre, il se passe très peu de temps en fait. Les choses vont à une vitesse folle. Il y a une urgence qui dit quelque chose à l'évidence, et qui est, voilà, le but c'est pas l'acquisition, à l'évidence, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Et là, ça passionne, là ça bouillonne, et les idées se croisent, et il va accompagner jusqu'au bout pour réaliser ce rêve qui va s'incarner ici sur cette terre de Provence, bien sûr. Le jardin de l'abbaye de Saint-André se divise en deux parties. Au sud, le jardin à l'italienne d'Elsa Köberlé et Eugenia Lyubov, et au nord, le jardin méditerranéen, réalisé ultérieurement. Le premier se déploie autour d'un parterre en éventail, planté de roses et de santolines, avec ses deux bassins adossés à une pergola qui mène jusqu'aux voûtes de la terrasse supérieure. Dans le jardin méditerranéen, on découvre les vestiges de l'église Saint-André, les tombes de l'ancienne nécropole et les traces de l'église Saint-Martin. Au-dessus, la chapelle Sainte-Cazarie domine la colline plantée d'oliviers centenaires. Le public pénètre dans le palais abbatial par un parvis jardiné. Le domaine est entouré par une double enceinte fortifiée, celle du fort Saint-André, flanquée de ses tours de guet, et celle de l'abbaye resserrée autour des jardins. Elsa Köberlé et Eugenia Lyubov vont restaurer les bâtiments et transformer les jardins au sud de l'abbaye. Alix, dans quel état sont les jardins quand Elsa Köberlé découvre l'abbaye de Saint-André ? Ce sont des espaces qui sont absolument admirables par les paysages qu'ils laissent découvrir, mais qui sont en quelque sorte abandonnés. Il y a quand même un petit choc un peu romantique. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'à cette époque, ce qui est dans un mauvais état, aux yeux des artistes, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur aussi. Tout à fait. C'est la poésie des ruines. Ouais. C'est le goût du sublime aussi, qui naît au XVIIIe siècle et se développe encore à l'époque romantique. Et c'est aussi une Provence qu'on va en quelque sorte reconstruire. Et cette recherche à la fois de racines méditerranéennes et en même temps aussi de lieux qui sont des lieux d'émotion. C'est un lieu qui génère énormément d'émotions chez tous ceux qui le visitent en fait. Elsa Köberlé et Eugenia Lyubov imaginent rapidement un projet unique, différent d'un jardin monastique. Marquées par leurs nombreux voyages en Italie, elles dessinent entre 1920 et 1925 les contours d'un jardin qui s'en inspire. Et Alix, pourquoi va-t-elle s'affairer immédiatement à la création d'un jardin ? Je crois qu'il y a là un goût de lier l'art
et le faire, en fait. Elle a envie de construire un projet avec cette amie et donc d'associer la poésie du lieu et en même temps aussi la possibilité, sur un terrain qui est au fond vierge, de créer quelque chose qui va leur permettre à la fois de valoriser cet espace, mais en même temps aussi d'y créer une certaine intimité, puisqu'il est abandonné. Comment va-t-elle dialoguer entre composition du jardin, dessin du jardin et poésie? Alors, je pense par quelque chose qui est avant tout un dialogue, mais qu'elles font à deux. Car Elsa n'est pas la seule à proposer. Eugénia, qui est peintre, va aussi avoir son avis à donner. Donc, si vous voulez, c'est un croisement entre peinture, paysage, poésie, littérature Architecture. et architecture. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui nous permet, Alix, de parler ici de jardin italien? Il est d'inspiration à partir du moment où nous nous trouvons sur des éléments qui rappellent les grandes compositions des jardins florentins. Je dirais que c'est peut-être par le souci du raffinement, un travail aussi très attentif aux plantes, à la manière de les disposer, dans l'ensemble bien évidemment. Les pentes, les terrasses. Mais sans la luxuriance de l'eau. Ouais. Car nous avons quelques bassins. Ouais. L'eau est rare ici, il faut, je crois, le rappeler. Mais il y a quelque chose de très subtil, de très raffiné dans ce projet. Oui. Ce jardin italien prend la forme d'un grand éventail de roses et de santolines, entouré de cyprès et agrémenté d'une pergola. Des sculptures rappellent celles des villas toscanes du XVIe siècle. Le grand parterre de 300 rosiers, placé au centre de l'éventail, est aujourd'hui menacé par la sécheresse et la pauvreté du sol. Olivier Ricomini est le jardinier en charge des jardins de l'abbaye de Saint-André. Il a mené des recherches sur les jardins monastiques. Qu'est-ce que tu leur fais? Je les aère, parce que c'est quelque chose qui n'a pas été fait depuis un certain temps. Et donc, en fait, l'objectif, c'est de dégager tout le centre du rosier, enlever le bois mort qui s'est accumulé, enlever les branches qui se croisent aussi. Enfin, tout ce qui empêche l'air de circuler, la lumière d'entrer au centre de la plante. Ils ont l'air de suffoquer quand même. Là. Les rosiers, en général, et celui-là en particulier, sont des plantes qui sont très gourmandes en matière organique. Et en fait, là, on est en présence d'un sol qui a vieilli, qui est aussi historique que le jardin, et qui s'est appauvri petit à petit. C'est un sol sableux limoneux, avec une infime partie d'argile. Donc voilà, on voit très bien dans ta main, tu vois, le test pour savoir un petit peu ce que le sol qu'on a, c'est le test dit du boudin. Et là, il faut s'accrocher pour faire un boudin. C'est un sol sur lequel on n'arrive quasiment pas à obtenir un point de ressuyage, c'est-à-dire le moment où la terre n'arrive plus à absorber l'eau, et qui est le moment où on arrête l'arrosage. Parce que c'est le principe d'un bon arrosage, c'est un arrosage copieux de temps en temps, plutôt qu'un arrosage superficiel tous les jours. Donc il faut, voilà, là on réfléchit à des solutions de fond pour essayer de redonner vie à ce sol. La première chose à faire, évidemment, c'est d'amender le sol. Alors, amender le sol, ça veut dire venir lui apporter les éléments qui lui manquent. L'élément principal, ce sera le paillage de la roseraie. C'est-à-dire la litière que vous allez Donc, déposer. une litière qu'on va déposer sur toute la surface pour ne pas laisser la terre à nu, parce que c'est jamais bon de laisser la terre à nu. Ça n'existe pas d'ailleurs. Non, sur Terre, ça n'existe pas. Sauf dans les déserts. Mais... Voilà. Et donc là, d'ailleurs, bon, c'est un petit côté effectivement désertique en ce moment. Donc la décomposition progressive de ce paillage, là, ce sera du broyat de peuplier. C'est-à-dire des déchets d'écorce qui sont broyés. Et petit à petit ramener une vie organique dans ce sol qui en est totalement pour l'instant dépourvu. Et là tu t'attaques à un sérieux problème, c'est finalement l'emblème, le petit bijou du jardin,
qu'il va falloir restaurer. Là. Voilà. Mhm. Alors oui, c'est un enjeu, c'est un beau défi. C'est un beau défi, mais c'est passionnant parce que ça fait partie de l'histoire du lieu. Ouais, pour moi, un jardin historique, c'est aussi ça. Mhm. C'est un lieu où l'histoire continue de s'écrire parce que le jardin, c'est un organisme vivant. Mhm. Et ces parterres de roses dans le jardin italien, on a beaucoup de tendresse pour eux et puis pour la place qu'ils avaient dans le projet d'Elsa. Mhm. Donc, il faut essayer de faire le maximum pour leur permettre de vivre et puis d'occuper la place qui est la leur dans cette roseraie. Elsa Köberlé meurt en 1950. C'est Roselyne Bacou, sa filleule, petite fille de Gustave Fayet, qui hérite de l'abbaye. Elle se lance à son tour dans un immense chantier et décide de travailler sur la partie haute du domaine, le jardin méditerranéen. Roselyne Bacou, conservatrice au cabinet des dessins du musée du Louvre, s'emploie avec l'aide des monuments historiques à dégager les ruines de l'abbaye. Jusqu'à sa mort en 2013, elle travaille sur l'élaboration d'un nouveau jardin dans lequel elle s'amuse à mêler vestiges historiques et végétation méditerranéenne. Sylvie Toussaint est guide conférencière. Elle a beaucoup travaillé avec Roselyne Bacou. Sylvie, vous avez bien connu Roselyne Bacou. Elle devient héritière de l'abbaye de Saint-André en 1950, à 28 ans. Est-ce qu'elle était préparée à cet héritage? Alors préparée, je ne saurais pas vous dire avec exactitude si elle l'était. En tout cas, elle m'a souvent dit que ça avait été pour elle un beau cadeau, mais empoisonné, mais qu'elle y avait mis toute son ardeur. Ça a été particulièrement difficile, disait-elle, d'autant plus qu'elle tenait à monter des projets de réhabilitation du lieu. Autant Elsa Köberlé s'était intéressée et avait redonné vie au jardin du bas, autant elle souhaitait mettre en muséographie, si j'ose dire, les jardins du haut et exprimer un dialogue entre les ruines et les jardins, le jardin méditerranéen qu'elle envisageait, consciente des contraintes, puisque c'est un rocher battu par les vents, et en plus, il n'y avait pas d'eau. Donc, c'était très compliqué d'envisager autre chose que des espèces, des essences qui puissent s'intégrer, s'harmoniser avec les ruines sans les détruire. Donc, un dialogue entre les deux, mais sans que, disait-elle d'ailleurs, l'un prenne le pas sur l'autre, la nature sur les ruines ou les ruines sur la nature. Ses premières actions dans le jardin, ce sont des fouilles. C'est ça qui l'intéresse. Tout à fait. Donc, elle a une formation d'historienne de l'art, ça incontestablement. Et la première chose qu'elle souhaite faire, c'est le dégagement des ruines. De la partie haute. De la partie haute, et notamment aux deux églises hautes, Saint-André et Saint-Martin. Et s'apercevant que sur le site, il y a beaucoup de sarcophages, puisque l'essence même de cette abbaye est d'avoir été une abbaye funéraire, elle va décider, très intelligemment d'ailleurs, de les réunir en un seul et même lieu, l'endroit où ils se trouvent actuellement, c'est-à-dire entre les deux églises. C'est juste ce qui est amusant, c'est qu'elle en met un dans l'axe, puis elle va mettre un petit liseré d'iris tout autour. Ah oui, c'est assez ça... typique de ce lieu, en fait. Typique de ce lieu, pas franchement archéologique. Non, elle s'amuse, quoi. Oui, tout à fait. Elle met en muséographie, en fait, les lieux, et avec cette allée centrale, notamment, et disposant bien régulièrement de chaque côté, ce qui, vraisemblablement, ne l'avait jamais été. Mais du coup, il y a une grande liberté à tous les niveaux, dans la manière d'agencer l'archéologie, dans la manière de ramener des objets dans le jardin, et puis dans la manière de jardiner aussi. Oui, et puis ceci dit, elle est quand même très rigoureuse dans ses recherches. Dans les conférences qu'elle fait, elle est extrêmement pointue et elle vérifie véritablement tout ce qui est dit pour être au plus près de la vérité. Et c'est vrai que le paradoxe, c'est qu'on voit disséminer dans ce jardin des éléments qui vraisemblablement ne s'y trouvaient pas ou se trouvaient ailleurs. Donc elle a réaménagé véritablement, elle a muséographié cet espace. Le but étant aussi que le public puisse appréhender le lieu également de façon lisible. Donc, c'était l'ouverture au public quand même qui était un objectif pour l'aménagement de ces jardins. Roselyne Bacou exalte la beauté et la poésie du lieu.
À côté des oliviers centenaires, elle plante des iris, des figuiers de Barbarie, des plantes aromatiques, autant d'espèces capables de s'adapter au climat de la Provence. Véronique Mur est ingénieure botaniste. Elle est intervenue récemment dans le jardin méditerranéen. Comparativement à la Côte d'Azur, par exemple, on ne va pas avoir les mêmes plantes qui poussent. Qui poussent, ouais. On va avoir des plantes plus rustiques, parce qu'il fait plus froid. Avec des feuillages Ouais. plus épais aussi. On le voit. Les feuillages, les feuilles sont petites, elles sont coriaces. Des fois, elles disparaissent. Il y a des arômes. Ouais, beaucoup. Ouais. Ici avec le romarin. Ouais. Et donc, toutes ces plantes, quand même, autour de nous, sont des marqueurs de la Méditerranée. Ici, on trouve à la fois des choses qui se retrouvent à l'état naturel dans la garrigue, on trouve des choses qui sont plus ornementales. C'est ce mélange-là qui fait cette caractéristique de ces jardins. Alors à quoi ressemble ce paysage en plein été, Véronique? Alors ça, c'est souvent un peu le désespoir des jardiniers. C'est que ces jardins méditerranéens, composés de plantes méditerranéennes, eh bien, en été, ils s'adaptent au climat. C'est-à-dire qu'ils se mettent au repos, un peu comme on faisait avant. L'été, on se met à l'ombre, on ferme ses volets. Et dans ces jardins, les plantes se mettent au repos. Alors, on croit qu'elles souffrent de la chaleur, mais surtout, elles se préservent. Et c'est pas le moment où elles font leurs fleurs, parce que faire des fleurs, ça nécessite beaucoup d'énergie. Et ça nécessite donc d'être dans une saison où on a un climat doux, de l'eau. Et c'est pas le cas de l'été chez nous. À côté de ces nouvelles plantations, Roselyne Bacou a gardé intact le champ d'olivier. Planté par les moines, il témoigne de l'évolution du jardin depuis 3 siècles. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ces jardins méditerranéens, c'est la simplicité des choses. La simplicité de la composition. Et je trouve que c'est vraiment ce qui a fait la... Ici, on est dans le jardin de Roselyne Bacou, vraiment dans la partie où elle a mis beaucoup de son histoire à elle. Et voilà, elle a su, avec très peu de choses, composer quelque chose de très fort, un jardin très fort. Et pourtant, c'est riche. C'est simple, mais c'est extrêmement riche. Ouais. Si on commence à regarder les petits détails, c'est fascinant. Et puis c'est riche parce que chacune de ces plantes nous raconte une histoire très riche. Exactement. L'olivier, bien sûr, nous raconte une histoire tellement forte. Ces oliviers nous rappellent, même sans en connaître l'histoire, je crois, ils nous rappellent tout ces jardins, que ce soit le jardin des Hespérides, les jardins d'Homère. On avait un rapport à l'immortalité aussi dans ces jardins qui était très grand. Et je trouve que ça nous touche profondément. Et même si on l'oublie, je pense qu'on le sent, que ce lien-là avec les arbres, il est extrêmement fort. Moi, en tout cas, moi, c'est ce que je sens. Et je trouve qu'il ne faut absolument pas le perdre, ce lien-là. Pour les moines bénédictins, les jardins érigés sur cette colline surplombant le paysage devaient se prêter à l'élévation intérieure. Peut-être est-ce pour cela qu'ils ont érigé ici leur abbaye il y a plus de 1000 ans. Dans le jardin de l'abbaye de Saint-André, on a un jardin à l'italienne, pourrait-on dire, un jardin méditerranéen, et puis le mot qui chapeaute le tout, c'est le jardin de l'abbaye de Saint-André. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est encore un jardin d'abbaye, ou en tout cas que le jardin est lié à l'histoire de l'abbaye et pas seulement d'un point de vue archéologique? Non, c'est plus un jardin d'abbaye, c'est plus un jardin monastique. Et c'est vrai que dans la règle de Saint-Benoît, l'humilité
Et l'obéissance, ce sont vraiment les deux vertus pivots de la vie du moine. L'obéissance étant la capacité à se mettre à l'écoute d'une parole qui vient de l'extérieur. Et c'est vrai qu'ici, on est quand même poussé à cette modestie, à cette humilité, de prendre ce pays et ce climat et ce sol tels qu'ils sont, et de s'y soumettre, avec eux, faire quelque chose qui est beau. Voilà.